le nouvel esprit public. Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour cette nouvelle émission du Nouvel Esprit Public en podcast. Quelques nouvelles d'abord pour vous dire que nous espérons avoir atteint ce dimanche soir 200% de notre premier objectif de financement, c'est-à-dire 6 mois d'émission. Et rien de plus facile que d'y contribuer. Il suffit que vous alliez sur ulule.com/Nouvel Esprit Public, Ulule avec un seul L. Enfin avec 2 fois un seul L, .com/Nouvel Esprit Public. Notre émission est donc en public. Notre émission de dimanche dernier était donc en public. Et je soulève une moquerie générale extrêmement désagréable. Notre émission de la semaine dernière était en public. Elle a rassemblé plus de 200 personnes et elle a été suivie d'échanges que je qualifierais de tout à fait plaisant. Notre site a été mis à jour. Nous avons évidemment le projet de l'améliorer et de le dynamiser dans les semaines qui viennent. Enfin, l'émission est disponible chaque dimanche sur la toile à partir de 17h. Nous sommes, comme vous le savez, partenaires de l'hebdomadaire Le 1, qui titre cette semaine « Nucléaire, jusqu'où iront-ils ?» et de l'article intitulé « Faut-il avoir peur ?» signé de Bruno Tertrais, politologue. Je retiens, je cite, qu'il est contestable de prétendre, comme il est de bon ton de le faire, que nous sommes passés à plusieurs reprises depuis 1945 à 2 doigts de la catastrophe et que seule la chance nous a permis d'éviter une guerre nucléaire. Les vraies crises à dimension nucléaire ont été rares et le comportement des responsables politiques et militaires confrontés à ce risque a été plutôt marqué par la prudence que par l'inconscience. Seule peut-être la crise de Cuba a-t-elle présenté un vrai risque d'escalade nucléaire, mais elle a aussi contribué à ce que les grandes puissances aient peur de la guerre atomique. C'est donc dans le numéro de cette semaine du 1 consacré à la question nucléaire. Quant à nous, nous allons nous efforcer d'éclairer certains éléments de l'actualité de la semaine écoulée. Nous le ferons avec Jean-Louis Bourlange, député des Hauts-de-Seine, Nicole Niesotto, titulaire de la chaire Union européenne au Conservatoire national des arts et métiers, Marc-Olivier Padis, directeur des études de la Fondation Terra Nova, et Éric Leboucher, éditorialiste aux Échos et fondateur du site slate.fr. Nous commencerons par nous intéresser à la fonction ou aux fonctions publiques. Mardi 10 octobre, environ 200 000 personnes, dont 25 000 à Paris, ont manifesté leur opposition au projet du gouvernement concernant la fonction publique. Ils répondaient à l'appel des 9 syndicats de fonctionnaires qui ont présenté un front uni pour la première fois depuis février 2007. On a recensé 14% de grévistes parmi les fonctionnaires d'État, dont près de 17% à l'Éducation nationale et environ 10% dans les fonctions publiques hospitalières et territoriales. Les manifestants protestaient contre les mesures d'économie budgétaire dans la fonction publique. Ainsi, les allègements de charges pour les fonctionnaires ne feront-ils que compenser la hausse de la CSG et ne se traduiront pas par une hausse du pouvoir d'achat comme pour les salariés du privé. Les syndicats ont dénoncé à ce propos la rupture d'une promesse de campagne du candidat Macron. Le gel du point d'indice pour 2018 suscite aussi de vives réactions, alors que les fonctionnaires dénoncent une dégradation continue de leur pouvoir d'achat et de leurs conditions de travail. Le rétablissement du jour de carence, mesure instaurée par Nicolas Sarkozy et supprimée par François Hollande, fait également polémique. Enfin, le projet du gouvernement de modifier à terme la grille de rémunération des fonctionnaires pour introduire des éléments de rémunération au mérite constitue un casus belli pour les syndicats de fonctionnaires. Dans ce contexte tendu, le gouvernement a repoussé à plus tard l'essentiel des 120 000 suppressions de postes qui devraient intervenir dans la fonction publique au cours du quinquennat. Seuls 1600 équivalents temps plein ne seront pas renouvelés en 2018. Au-delà de ces revendications, les personnels des 3 fonctions publiques ont exprimé lassitude et colère face à l'érosion des services publics en France. Le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger, a déclaré aux Échos « Les agents souffrent de n'être vus que comme un point budgétaire et
non comme une richesse. Les inquiétudes sont vives tant à l'éducation nationale qu'à l'hôpital, où enseignants et personnel soignant souffrent d'un manque de reconnaissance et d'une absence de moyens. Dans l'administration territoriale, où de nombreux services publics sont regroupés, numérisés ou simplement supprimés, les attentes ne sont pas moins grandes. Dans ce contexte, l'exécutif doit organiser cet hiver un grand forum de l'action publique pour débattre avec les acteurs concernés de la place des services publics en France et proposer des réformes structurelles. Sur cette question, Marc-Olivier Padis. C'était une bonne idée d'avoir mis ce sujet à l'ordre du jour de notre émission parce que je trouve remarquable à quel point les fonctionnaires ont disparu du débat politique. Pendant la campagne électorale, par exemple, on a à peine parlé de la fonction publique ou des fonctions publiques, alors que dans des campagnes précédentes, c'était beaucoup plus central. Les questions qui étaient mises en exergue, c'était l'innovation, les jeunes entrepreneurs, les petits entrepreneurs, l'ubérisation de l'économie, et même dans les premiers programmes du gouvernement, la réforme de la loi travail, par exemple, ne concerne pas du tout les fonctionnaires. Et le nouveau chantier qui a été ouvert cette semaine par le président de la République sur l'indemnisation du chômage, par exemple, ne concerne pas du tout les fonctionnaires. Donc on parle beaucoup plus des entrepreneurs, des petits entrepreneurs. Et il y a des bonnes raisons pour ça, parce que l'économie suscite ce nouveau type d'emploi. Mais toujours est-il que les fonctions publiques ont beaucoup disparu du paysage. Néanmoins, les fonctionnaires ne font pas aujourd'hui l'objet d'attaques de principe, comme c'était le cas sous Nicolas Sarkozy. Vous avez dit dans votre présentation, on a entendu les fonctionnaires dire cette semaine, on est un peu méprisés, on n'est pas assez reconnus, etc. Cela dit, ils ne sont pas non plus cloués au pilori, stigmatisés, comme ça a pu l'être à l'époque de Nicolas Sarkozy. Alors, je trouve important de rappeler que les fonctionnaires ont quand même... Le métier de fonctionnaire a beaucoup évolué en France. Par exemple, c'est tout à fait remarquable que l'armée a fait d'énormes efforts de restructuration, de réorganisation ces dernières années. Les impôts, par exemple, dans les relations avec les citoyens, ont énormément changé de choses. Et donc, je ne retiens pas l'image qui est assez répandue d'une fonction publique immobile, bureaucratisée, incapable de se réformer. Cependant, la France a moins fait bouger sa fonction publique que d'autres pays. Il y a des pays comme la Finlande et l'Italie qui ont pratiquement renoncé au statut particulier des fonctionnaires. Ils ont aligné tout le monde sur des statuts du privé, sauf vraiment les fonctions régaliennes, les magistrats, des choses comme ça. Mais en France, on n'a pas connu d'évolution de cette ampleur-là, et même, disons, la gestion des effectifs tend plutôt à la stabilisation. On en a parlé la semaine dernière, stabilisation pour la fonction publique d'État et quand même progression qui continue pour la fonction publique territoriale, celle dont on parle le moins, en fait, et qui est pourtant très importante et qui est constituée d'ailleurs de fonction publique territoriale, essentiellement d'employés de catégorie, de fonctionnaires de catégorie B et C, c'est-à-dire les catégories les plus basses, alors que la fonction publique d'État, c'est plutôt des fonctionnaires de catégorie A. Donc j'ai dit la fonction publique a évolué, elle a moins évolué qu'ailleurs, elle va évoluer encore davantage. Un des grands programmes du gouvernement, c'est sur la numérisation des services publics. Il y a des budgets qui ont été annoncés et mobilisés pour ça, notamment plus de 9 milliards d'euros pour la transformation numérique des services publics, c'est quand même important, la moitié à peu près pour la santé et le reste pour le reste de la fonction publique. Et on sent bien qu'il y a des perspectives de transformation, pas seulement d'ailleurs du métier, mais de la relation aux usagers, qui est un point extrêmement important. De même que l'idée, j'espère que le président la reprendra, mais qu'il avait eu pendant la campagne, du droit à l'erreur des usagers dans leur relation avec l'administration, qu'on ne soit pas considéré comme préalablement fautif, mais qu'on fasse confiance à la bonne foi des usagers. Maintenant, le dernier point, c'est sur, disons, la motivation des fonctionnaires. Est-ce qu'il faut introduire
quelque chose comme une motivation au mérite. Il y a eu beaucoup de travaux là-dessus, d'économistes et de psychologie sociale, qui se sont interrogés sur les effets bénéfiques ou non de cette motivation par le mérite, par des primes. On sait que pour les agents de l'État, on utilise beaucoup les primes. Et dans le cas de la fonction publique, ça semble pas fonctionner très très bien parce que les gens qui rentrent dans la fonction publique ont une motivation un peu vocationnelle. Ils sont très attachés à leur métier, à l'idéalisation parfois qu'ils se font de leur propre métier. Et des travaux, je pense notamment aux travaux de Maya Bakache-Beauvalet, ont montré que ce qu'attendent les fonctionnaires en France, c'est plutôt des perspectives de carrière, des possibilités d'évolution de l'emploi, plutôt que des primes ou des incitations par la rémunération. Et c'est une des difficultés en France, c'est que les gens dans leur métier évoluent très peu. Et pour faire évoluer les perspectives professionnelles des fonctionnaires, il faudrait qu'il y ait beaucoup plus de mobilité au sein de la fonction publique. Mais pour cela, il faudrait qu'il y ait moins de rigidité du point de vue des corps et des statuts. Je rappelle alors on a commencé à réduire le nombre de corps. Par exemple, en 2005, il y avait encore 700 corps de l'État. On a réussi à passer autour de 300 maintenant, mais ça reste trop parce que plus il y a de corps, plus on limite les possibilités de mobilité. Et donc, tout ce qui peut favoriser les mobilités internes, les détachements, les recrutements par des voies latérales, etc., devrait être beaucoup plus développé. Mais aujourd'hui, c'est encore insuffisant. Aujourd'hui, il y a autour de 8% des fonctionnaires de l'État qui n'exercent pas leur activité dans leur administration d'origine. Ça veut dire que tous les autres sont restés là où ils ont commencé à travailler et là où ils ont leur statut, alors que probablement une grande part d'entre eux souhaiteraient pouvoir évoluer davantage. Éric Le Bouchet ? Oui, moi je voudrais pas tracer un mauvais portrait de la fonction publique française, puisque c'est vrai, l'armée s'est réformée, c'est vrai, les impôts aussi, c'est vrai que l'hôpital marche encore plutôt pas mal, même très bien souvent. Bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de qualité dans la fonction publique française, mais enfin, on a quand même l'impression d'un énorme corps qui a beaucoup trop grandi. La Cour des comptes vient encore de rappeler qu'on a fait un millefeuille territorial qui a simplement rajouté des couches sur des couches. C'était cette semaine. Un énorme corps qui coûte une fortune, il faut quand même le rappeler, qui coûte 56% du PIB dans dépenses publiques, c'est le record d'Europe et du monde, sans doute, ou numéro 2, derrière le Danemark. Et tout ça avec une efficacité quand même, qui est non seulement en baisse, très nettement, on le voit sur beaucoup de secteurs, comme l'éducation ou l'ensemble du système de santé, mais on a même du mal à mesurer en termes d'efficacité. De même qu'on a du mal tout simplement à mesurer les effectifs, tant il y en a dans les collectivités locales. Moi, c'est pour ça que j'ai l'impression d'un énorme truc qui aujourd'hui vit, qui mange, qui se développe, mais qui est devenu très difficile à réformer. Qu'on me cite les grands réformateurs d'aujourd'hui, les Delouvoyer ou les Simon Nora d'aujourd'hui. On a une sorte de système mécanique qui tourne, mais qui est incapable de produire de la réforme. Et je crois que c'est un gros problème pour Emmanuel Macron, le président réformiste, que d'avoir une administration qui est un peu incapable de produire des projets de réforme. Alors pourquoi ? Je crois qu'il y a eu en 2 phases. Il y a eu, ou en multiples phases, là aussi. Mais la première a été sous Chirac-Jospin, une sorte de grande déresponsabilisation des administrateurs, des hauts fonctionnaires, au profit des politiques. Ils devaient obéir, ils avaient pas assez obéi sous la gauche. C'était un programme de Bercy, tout ça, la gauche sous Mitterrand numéro 2, donc il fallait rétablir l'ordre de priorité, c'est-à-dire le politique avant l'administratif. Bien. Du coup, ça a beaucoup déresponsabilisé les grandes administrations qui ont fermé leur gueule, d'une certaine façon. Puis il y a eu un deuxième truc, mais il y en a plein d'autres sûrement. Et on le lit dans le rapport qu'a rendu Jean Pisani-Ferry là sur les grands projets d'investissement.
Alors, les grands projets d'investissement, ça avait été inventé par Nicolas Sarkozy. C'était le grand rapport, souvenez-vous, Rocard-Juppé, et qui a débouché sur le fait que c'est des résultats plutôt positifs. L'éducation, ou en tout cas l'université a hérité de pas mal d'argent, ce qui a permis d'élever son niveau, de recruter mieux les gens, etc. Donc il y a beaucoup d'effets positifs, mais ça a eu un effet catastrophique au niveau des administrations, puisque l'investissement leur a échappé. Autrement dit, c'est le commissariat général à l'investissement où le futur se dessine. Et l'administration n'est plus qu'à faire tourner la petite machine au quotidien. Ça rentre dans les esprits que on n'a plus à inventer son propre futur. Et c'est ça le grand danger, je trouve, aujourd'hui de l'administration, qui en est, au fond, en termes de réforme, on a fait beaucoup de réformes, mais en gros, ça a été du rabot. On a été le grand réformateur par rabot. Tous les ministères ont été passés à la coupe. On va parfois beaucoup trop loin dans l'administration centrale. On est à l'os, c'est vrai. On l'était sur les armées. On l'a bien vu le problème que ça a posé. Mais c'est parce que l'administration est devenue incapable de proposer des grands projets de ses propres réformes. Et c'est pour ça que j'attends beaucoup du forum là que vous avez annoncé pour redéfinir ce que serait une fonction publique au XXIe siècle. Bien, il y a du travail. Nicole Niesotto ? Oui, je crois qu'il y a effectivement il y a deux problèmes. Le premier, c'est la question de la rigidité du statut des fonctionnaires. C'est pas tellement une question de nombre de fonctionnaires qu'une question de la rigidité de ce corps. Et le deuxième problème, c'est de savoir si on aborde la réforme des fonctions publiques de façon comptable ou de façon politique. Alors, sur le premier point, sur la rigidité, on l'a dit, on l'a déjà évoqué. C'est vrai que c'est pas tellement le nombre des fonctionnaires qui importe, encore que cela coûte dans le budget de l'État. Il y a 5,6 millions de fonctionnaires, c'est à peu près 20% de la population active. C'est à peu près dans la moyenne des pays européens, dans la moyenne haute des pays européens. Mais quand on compare justement avec les autres pays, en particulier dans les pays nordiques, en Suède, en Finlande, où on a beaucoup plus de fonctionnaires qu'en France, on a à peu près 140 fonctionnaires pour 1000 habitants. En France, on en a, entre guillemets, que 40 fonctionnaires pour 1000 habitants. Mais la vraie différence, c'est que dans ces pays du Nord, y compris en Allemagne, en Italie maintenant et un peu en Espagne, les fonctionnaires sont souvent sous contrat de droit privé. C'est-à-dire, par exemple, l'Italie a supprimé carrément le statut de fonction publique, sauf pour les fonctions régaliennes, la police, l'armée, la justice. Pareil pour l'Allemagne, elle a complètement mis le service public de santé sous contrat privé. Et donc, ça donne une très grande flexibilité à l'autorité étatique en fonction des besoins et des évolutions pour adapter le nombre de fonctionnaires à la nécessité économique. Et c'est ça qui est très difficile à faire en France, c'est qu'on a encore une fonction publique qui est sous statut, c'est-à-dire qui rentre dans un corps par concours, qui y reste à vie, qui est assuré d'un emploi, quels que soient les aléas des métiers qui sont composés dans ce corps, et qui ne permet pas à l'autorité politique, que ce soit l'État ou les autorités territoriales, d'ajuster en fonction de l'évolution. Ça, c'est un premier chantier. Le président de la République a dit à un moment dans sa campagne ou au tout début de son mandat qu'il voulait un État agile. Et on voit bien que le terme d'agilité, qui est emprunté au vocabulaire du management des ressources humaines dans l'entreprise, s'oppose à un statut rigide. Et on voit bien que là, il y a un vrai enjeu pour les syndicats de fonctionnaires d'accepter de mettre de la flexibilité dans un statut à vie. Le deuxième point, c'est l'approche comptable ou l'approche politique. Et là, je veux parler d'une des missions des services publics en France, dont on parle très rarement depuis longtemps, qui est la mission d'intérêt général. Qu'est-ce que c'est que la mission d'intérêt général aujourd'hui, au XXIe siècle ? Et en fait, on a énormément de mal à la définir. L'idée de ce qu'il y avait dans les romans de Pagnol, du fonctionnaire, de l'instituteur complètement dévoué à la République, tout ceci a complètement disparu. Et elle est en contradiction avec deux choses, qui est premièrement l'exigence de rentabilité des services publics, et une des problèmes de l'hôpital public, par exemple, c'est d'avoir voulu intégrer
dans un service public la notion de rentabilité économique jusqu'à des erreurs ou des caricatures dont des usagers payent le coût. Et la deuxième difficulté, c'est comment maintenir l'intérêt général dans une société qui est fondée essentiellement sur l'individualisme à tous les niveaux de la vie de l'État. Or, ce débat-là, on ne l'a pas. Moi, j'espère beaucoup que le débat CAP 22 dont on parle, dont a parlé le Premier ministre, ou d'ailleurs, entre parenthèses, il a invité des étrangers, notamment des Suédois et des Nordiques, et on sent bien que l'idée, c'est de mettre un peu de flexibilité dans le statut. Mais j'espère beaucoup que ce débat ne sera pas un débat uniquement sur l'approche comptable, et qu'on va peut-être pouvoir donner aux fonctionnaires le sentiment qu'ils défendent des valeurs républicaines, des valeurs de solidarité, des valeurs de partage, et c'est, je crois, une de leurs demandes. Jean-Louis Bourlanges. Oui, je crois que la première, d'abord un mot, Nicole, sur Pagnol, c'est quand même pas tout à fait l'exaltation du service public. C'est l'exaltation assurément, mais avec une pointe d'ironie méridionale. Oui, d'abord, il a quand même inventé, il a quand même compris le phénomène de corruption de la fonction publique à travers Topaz. Et deuxièmement, dans Manon des Sources, par exemple, l'ingénieur du génie rural, le génie rural apparaît quand même comme assez profondément ridicule. Mais c'est vrai que c'est dans une atmosphère bon enfant, gentillette, de mise en cause, qui montre d'ailleurs que la mise en cause de la fonction publique, au début du XXe siècle, c'était Courteline, et dans les grandes œuvres historiques, Tocqueville met quand même en cause la fonctionnalisation, la mise en tutelle de la société française par la fonction publique. On voit donc qu'il y a là un poncif, plus ou moins justifié, mais qui est très ancien et qui est un peu indifférent de la situation. On dit aujourd'hui, il y a 5 600 000 fonctionnaires, c'est beaucoup trop. Bon, à Tocqueville, c'était pas du tout ces chiffres-là, et c'était déjà trop. Donc, on a quand même des schémas de droite, d'ailleurs, libéraux et de droite, qui sont très anciens. La première remarque sur le fond que je voudrais faire, c'est que, d'abord, ça ne marche pas. Le premier problème, la première raison pour laquelle les fonctionnaires sont inquiets des réformes, c'est que leur statut actuel, leur situation actuelle est mauvaise. Ça n'est pas marrant de travailler dans la police aujourd'hui. Ça n'est pas marrant de travailler dans la fonction publique hospitalière aujourd'hui. Les collectivités territoriales, même les collectivités territoriales, avec l'ensemble de réunions, d'intercommunalité, tout ça est un maquis qui est extrêmement chronophage et qui donne aux fonctionnaires le sentiment qu'ils ne peuvent pas aboutir. Alors vous me direz, il devrait donc être favorable au changement, mais pas du tout. Ça n'a jamais été comme ça que les gens fonctionnent. Il faut se rappeler le mot d'ordre, la maxime de Lord Salisbury, qui était Premier ministre du Royaume-Uni au début du siècle dernier. Les choses vont déjà suffisamment mal, vous voulez pas en plus les changer. Bon, et ça, c'est quand même un réflexe sensible. Les gens qui sont dans une mauvaise situation craignent d'abord le changement. La deuxième raison, c'est que il y a beaucoup de significations à la révolution, entre guillemets, macronienne, mais il y en a une qui est présente, c'est quand même la revanche du secteur privé, des méthodes du privé, de l'entreprise, de la responsabilité de l'entreprise, par rapport au rond de cuir, aux méthodes réputées bureaucratiques de la fonction publique. Et donc, vous avez une cristallisation très forte des fonctionnaires, et justifiée, parce que ils savent très bien. Ils sont à la fois très malheureux dans leur vie professionnelle et ils savent très bien qu'ils bénéficient d'un certain nombre d'avantages. Ils savent très bien qu'ils travaillent, par exemple, 1584 heures par an contre 1694 pour les gens du privé. Ils savent très bien qu'ils gagnent, qui partent à la retraite un an plus tôt. Alors c'est évidemment parce qu'il y a des statuts particuliers. Ils savent très bien que leur absentéisme est plus fort, sensiblement plus fort que dans le secteur privé, et ils savent très bien qu'ils ont globalement la sécurité de l'emploi. Donc ils voient tout ça et ils se disent, on a des gens qui veulent, c'est très typique sur les retraites d'ailleurs, Monsieur Macron dit on ne va pas faire une évolution paramétrique des retraites qui obligerait tout le monde à partir un peu plus tard, on va éliminer les régimes spéciaux dans toutes leurs formes, et là les fonctionnaires numérotent leurs abattis en disant les régimes spéciaux sur qui ça tombe, sur moi. Bon, donc on a une chose comme ça. Troisièmement,
on a des perspectives de modification des emplois avec la révolution numérique qui frappent également le privé, les employés de banque, etc., mais qui sont proprement terrifiantes. Les métiers administratifs sont dans l'ensemble les plus sensibles, les plus vulnérables à la modification, à la robotisation, au remplacement par des machines, à toutes les formes d'automatisation qui sont en cours. Donc il y a une vraie pesée sur tout ça. Et enfin, je dirais, là je crois que c'est une erreur de la part du gouvernement qui procède beaucoup plus comme l'ancien monde que comme le nouveau monde sur cette affaire, c'est l'idée de traiter tout ça globalement, d'être extrêmement incertain des conséquences concrètes des réformes qu'on va mener, extrêmement imprécis, extrêmement incertain, et donc de faire planer sur une masse reconstituée comme un tout indifférencié, une espèce de menace globale, pas très clair, exactement comme ce que disait Quilles dans le fameux congrès de Valence, quand il disait ce qu'il n'avait pas du tout compris, il ne faut pas dire qu'on va couper des têtes, il faut dire quelle tête on va couper, parce que si on dit qu'on va simplement couper des têtes, tout le monde croit que sa tête va être coupée. Alors personne n'a compris, tout le monde a dit ça y est, on a Robespierre, Robespol, etc., qui veut couper la tête de tout le monde. Donc voilà la situation, et je crois, alors c'est ce qui contraste avec ce que fait le gouvernement, qui diminue très peu les effectifs, qui maintient la rémunération, qui compense la baisse de la CSG, qui diminue et qui maintient quand même, même s'il ne hausse pas le point d'indice, les fonctionnaires ont gagné pas mal d'argent ces temps-ci. Donc, je termine juste par une phrase. Je me demande s'il ne faut pas complètement inverser la méthode et commencer par secteur par secteur, regarder modestement comment on peut améliorer le fonctionnement du secteur et proposer à ce moment-là des deals, des contrats avec les fonctionnaires pour leur dire voilà les efforts qu'on va faire, il faut peut-être dédramatiser au lieu de globaliser. Marc-Olivier Badis. Alors, je voudrais tout à fait souscrire à ce que vient de dire Jean-Louis, mais j'adhère plus à la fin de votre intervention qu'au début. C'est-à-dire que s'il faut dédramatiser au lieu de globaliser, on ne peut pas dire ça ne marche pas globalement. Donc mais c'est ce qu'ils vivent. C'est pas vrai. Même d'accord. J'ai pas dit du tout. Mais même dans le ressenti, moi, quand on regarde de près, on voit bien que il y a des établissements qui marchent bien, des hôpitaux. Il y a des endroits où ça marche bien, et les gens se font pas trop remarquer parce qu'ils se disent bon, nous, on s'en sort assez bien, et donc on va pas plastronner, on va pas fanfaronner. Et là où ça marche très mal, les gens sont la tête sous l'eau et ils se manifestent pas tellement non plus. Donc, une des difficultés, c'est plutôt de repérer les bonnes pratiques et de les transférer, alors qu'il y a des choses qui localement marchent bien et il y en a qui marchent beaucoup moins bien. Donc, je pense que effectivement, l'approche globale n'est pas très bonne. Alors, je voulais réagir aussi sur un autre point, sur ce qu'a dit Éric. Certes, la dépense publique en France représente 56% du PIB, mais la dépense publique, ce n'est pas pour la totalité les salaires des fonctionnaires. Les salaires des fonctionnaires, ce n'est que 40% du budget de l'État. Dans les 56% de dépenses publiques, on intègre les retraites, la sécurité sociale, toutes les prestations sociales qui sont le premier poste, la dette de l'État, etc. Donc, on peut pas laisser entendre, heureusement, parce que sinon, sinon, là, ce serait effectivement tout à fait considérable. Et heureusement, les chiffres sont beaucoup moins importants. Et donc, voilà, juste un dernier mot. Je pense que même le débat sur le nombre de fonctionnaires, c'est au regard de quelle finalité, qu'est-ce qu'on attend d'eux. Et c'est vrai qu'en France, on est dans une culture où on a tendance à attendre beaucoup de la fonction publique, et je pense pour de bonnes raisons, pour ma part. Éric Leboucher ? Oui, je réponds un petit peu à ce débat sur les 56%. Il y a quand même une évolution naturelle à cette machine qui est de s'auto-engraisser et d'éviter de se tourner vers l'avenir. Puisque si on a créé, s'il y a eu cette commission Rocard, Juppé, etc., si Nicolas Sarkozy a créé ce grand plan d'investissement, c'était parce que les dépenses d'investissement diminuaient en faveur des dépenses de fonctionnement. Donc voilà, donc on répare les bêtises de cette façon-là, mais j'ai expliqué tout à l'heure que la réparation de la bêtise créait une autre bêtise qui était de déresponsabiliser les administrations. Pourquoi globalement ? Alors là, je retombe sur mes pieds, Jean-Louis. Globalement, parce que il y a
dans le programme d'Emmanuel Macron, quand on lit, il n'y a rien sur la réforme de l'État. Il y a 10 lignes à peine qui sont vagues et fous. Et pourquoi il n'y a que 10 lignes ? Pourquoi il n'y a rien ? C'est parce qu'il n'y avait rien dans les magasins. Il n'y a rien dans les étagères. Oui, c'est ça. Il n'y a pas de projet interne de l'administration qui dit, voilà, moi, ce que je propose pour la santé, mais même sur des plus petits secteur que la santé, l'hôpital ou le prix des médics, etc. Donc il y a rien que on a l'impression d'une absence totale de réflexion, et donc du coup c'est Bercy qui a pris le pouvoir et qui coupe. C'est ça qui s'est passé tout à fait cet été, on l'a bien vu au moment de l'APL ou de l'armée, etc. Mais c'est général, c'est-à-dire que l'administration manque de réflexion sur elle-même. Nicole Niezotto ? Oui, juste un point pour dire qu'effectivement, l'idéal serait de ne pas globaliser, de sectoriser par fonction publique, mais c'est justement ce que l'unicité du statut rend extrêmement difficile. Par exemple, le gouvernement avait commencé à dire que, au lieu de parler des points d'indice, il pourrait scinder le point d'indice. Parce qu'un point d'indice, ça veut dire qu'on en demande tout le monde de la même façon, et un point, ça coûte à peu près environ un peu moins de 2 milliards d'euros au budget. Et donc l'idée, c'était de voir si on pouvait pas scinder les points d'indice, notamment de la fonction hospitalière, et notamment pour les catégories C et B, par rapport aux autres catégories. Mais c'est statutairement impossible. Et donc, je suis d'accord avec l'approche qui serait d'avoir une approche sectorielle de la fonction publique, mais pour y arriver, il faut un affrontement global avec ce corps de fonctionnaires qui, justement, veut maintenir l'unicité des trois statuts. Où il faut trouver un exemple qui puisse ensuite faire tâche. Par exemple, si on veut sortir de la question des effectifs pour passer à la question du déploiement, faire en sorte qu'il y ait davantage d'efficacité dans la fonction publique. Prenons par exemple la mairie de Paris. La mairie de Paris, c'est l'ancienne préfecture de la Seine, et la mairie de Paris s'est retrouvée avec exactement le même nombre de fonctionnaires. Et sans qu'il y ait aucune espèce de redéploiement, ce qui fait qu'il y a à la mairie de Paris un certain nombre de gens qui ne dépareraient pas dans une caricature pagnolesque, et d'autres qui, au contraire, travaillent considérablement. Mais l'avoir repris l'ensemble de la chose, l'avoir redéployé dans un souci d'efficacité, dans un souci du fait que la fonction publique produise, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est sur la numérisation. Moi, j'ai assisté dans un fin fond du Massif central à la tentative de remplir les formulaires pour une carte grise dans une zone grise, pas une zone blanche, parce qu'une zone blanche, on n'a pas d'ordinateur du tout, mais une zone grise, on en a un petit peu. On a entre 0,5 et 1 méga. D'abord, il faut un temps considérable pour remplir le formulaire, et ensuite, au moment où vous arrivez très près de la fin, vous allez remplir la dernière case où vous mettez le renseignement le moins important, paf, tout à coup, ça disparaît complètement, et en fait, vous vous apercevez que vous auriez eu meilleur temps à aller à pied au chef-lieu du département et en revenir à pied avec les renseignements et en même temps, l'administration préfectorale parle des préfectures de zéro d'une manière qui est un peu trop satisfaite d'elle-même, si je puis dire. Et enfin, il y a une dernière chose sur la fonction publique territoriale. Il me semble que son augmentation a redonné une vérité, un contenu au favoritisme. Dans les fonctions publiques municipales et départementales, régionales, j'en ai pas d'exemple, mais municipales, départementales et dans plusieurs municipalités, en plusieurs départements, il y a eu beaucoup. Alors, beaucoup peut être un faible pourcentage, mais ce faible pourcentage a un effet dévastateur. Parce que l'exemple est répété, multiplié à l'infini, sans doute un peu grossier, un peu exagéré, mais n'empêche que, à la base, cette chose-là existe. Jean-Louis Bourlanges ? Oui, je crois... D'abord que j'introduis une troisième catégorie par rapport à les deux catégories définies par Nicole, qui dit comptable ou politique. Je crois que comptable, c'est évidemment bête et méchant, et politique, c'est le plus souvent démagogique et sectaire. Donc, je pense que le vrai schéma est intermédiaire. C'est administratif au sens plein du terme, c'est-à-dire comment gérer un service public, quel qu'il soit, voir quelles sont les solutions administratives, quelles sont les attentes des usagers, quelles sont les contraintes qu'on doit légitimement faire peser sur les usagers et quelles sont les contraintes dont on doit les délivrer. C'est une réflexion vraiment précise et en fonction de laquelle on met en place un schéma administratif. Donc je crois que c'est ça, cette catégorie qui a toujours été écrasée, parce que tout le monde, parce que c'est pas nouveau. Là, moi je me méfie énormément
énormément de la globalisation. Le forum, les états généraux, tous ces trucs, ça ne marche jamais. On émet des propositions générales, il faut maintenant rendre l'État plus concurrentiel, il faut, etc., gérer autrement, prendre exemple sur le privé. Ça ne veut pas dire grand-chose. On a fait ça avec la révision générale des politiques publiques sous Sarkozy, on a fait ça sous Hollande avec la MAP, et ça n'a jamais rien donné, parce que on ne touche rien. Donc je pense qu'il faut réfléchir à ce que nous avait dit dans l'ancien esprit public qui se faisait sur une radio qui était à l'époque une radio de service public, que j'ai oublié le nom, Rocard, ce que nous avait dit Michel Rocard, quand il nous avait dit, il avait vraiment fait un bréviaire de l'action réformatrice, et il avait fait un bréviaire anti-madésiste sans s'en rendre compte. Il disait, les bonnes réformes, il avait été le théoricien d'un truc terrible, c'est « je suis le spécialiste des coups qui ne se voient pas », ce qui est évidemment très difficile pour apprécier son bilan. Mais il disait, les bonnes réformes sont des réformes qui ne sont pas annoncées à corps et à cri préalablement, qui sont soigneusement définies, sans transparence, par ceux qui veulent les mener, ensuite qui sont concertées avec les personnes concernées, et dans un échange tel que tout le monde est gagnant-gagnant. Car dans ce pays, il y a une chose qui est claire, c'est que la voie par la force ne passera jamais. Ce pays a des capacités de résistance qui ne seront pas insoupçonnés, car on les voit tous les jours à l'œuvre. Éric Leboucher. Réforme administrative et pluriannuelle. C'est aussi bien sûr. Essentiel de regarder Stratégique. sur un quinquennat entier et pas simplement année par année comme aujourd'hui on raisonne budgétairement. Je vous remercie. Je vous propose que nous passions maintenant à un autre sujet, qui est un sujet délicat à plusieurs titres, qui est le sujet de l'Iran. Il est d'abord délicat parce que nous enregistrons cette émission avant que Donald Trump se soit prononcé sur la question de savoir s'il valide l'accord avec l'Iran ou bien s'il soumet au Congrès l'éventualité d'une rupture avec cet accord. Et cependant, il nous a semblé intéressant de pouvoir mettre en perspective cette situation de l'Iran, puisque depuis la révolution khoméiniste de 1979, les États-Unis ont adopté une politique très dure vis-à-vis du programme nucléaire iranien, suivant une ligne dite du zéro technologie nucléaire. Les sanctions américaines et les pressions exercées par la communauté internationale n'ont pas empêché l'Iran de développer sa propre production de combustible nucléaire. Téhéran maîtrise ainsi depuis 2003 le processus d'enrichissement de l'uranium. De 2006 à 2013, les États-Unis ont imposé des sanctions plus sévères. Elles n'ont pas empêché le développement du programme nucléaire iranien sous la présidence conservatrice de Mahmoud Ahmadinejad. Selon les observateurs, la gravité de la situation commandait de rechercher activement une sortie de crise. Des discussions avec Téhéran ont alors été engagées conjointement par les 5 membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU et l'Allemagne, au sein d'un groupe baptisé P5+1. Favorisé par l'élection en 2013 d'un nouveau président modéré, M. Rouhani, les négociations internationales ont abouti en juillet 2015 à la signature du Joint Comprehensive Plan of Action, accord qui instaure un régime de vérification et de contrôle très strict des activités nucléaires iraniennes par les experts de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Signé à Vienne le 14 juillet 2015, ce texte garantit la portée exclusivement civile et pacifique du programme nucléaire iranien. En contrepartie, la communauté internationale concède un assouplissement progressif des sanctions économiques qui isolent le pays et pénalisent son économie. Le 11 octobre dernier, le président américain qui, en septembre, avait déclaré de cet accord qu'il était l'un des pires et des plus déséquilibrés jamais conclus et qui avait menacé de le déchirer, le président américain a réitéré ses critiques sur Fox News. Il a laissé entendre qu'il pourrait demander au Congrès de dénoncer le Joint Comprehensive Plan of Action et il doit en effet intervenir ces jours-ci. C'est d'ailleurs à l'image du désordre trumpiste ou trumpien ou trumpologite, puisqu'on ne sait pas s'il interviendra dimanche au matin, l'après-midi, ou peut-être est-il déjà intervenu au moment où vous écoutez cette émission. Donc il doit intervenir devant le Congrès pour certifier que l'accord a bien été respecté par Téhéran et un refus de sa part pourrait aboutir au vote de nouvelles sanctions contre l'Iran par le Congrès. En Europe, le président français Emmanuel Macron a défendu l'accord de Vienne à la tribune de l'ONU en septembre dernier, signifiant au président américain
que, je cite, « la remise en cause de l'accord de Vienne ouvrirait une boîte de Pandore ». De son côté, la chancelière allemande Angela Merkel a cité l'accord en exemple, jugeant que le format des négociations avec l'Iran pourrait être utilisé pour mettre un terme aux tensions avec la Corée du Nord. Sur cette question, Nicole Niesotto. Oui, alors il y a deux questions dans la question. C'est celle de la dangerosité du président des États-Unis dans la gestion des crises internationales et la question de la dangerosité de l'Iran dans la stabilité de sa région. Alors, un petit mot sur l'accord quand même. C'est un des rares succès du Conseil de sécurité des Nations Unies sur les 10 dernières années. Et c'est un accord extrêmement intrusif. Tous les 3 mois, les inspecteurs de l'Agence de contrôle de l'énergie atomique inspectent les installations iraniennes. Il y a eu un rapport en juillet où l'AIEA a certifié que l'Iran respectait. Il y a eu un autre rapport 3 mois après, donc le 31 août, où l'AIEA confirme que l'Iran respecte. Or, malgré tout, le président des États-Unis conteste l'accord, emploie des mots extrêmement durs à l'égard de l'Iran à la tribune des Nations Unies et agite la possibilité de ne pas certifier devant le Congrès. Le président des États-Unis s'est également engagé tous les 3 mois à aller devant le Congrès pour certifier, comme si les États-Unis avaient une responsabilité différente de celle de l'AIEA sur cette affaire. Alors pourquoi fait-il ça ? Je crois qu'il faut distinguer, là aussi, l'approche globale et l'approche sectorielle. Depuis 2003, c'est-à-dire depuis que les Européens, avec les Américains, se disputent sur la question de l'Iran, on a eu cette divergence entre des Américains qui sont tentés d'avoir une approche globale et des Européens qui ont toujours plaidé pour l'approche sectorielle. Qu'est-ce que ça veut dire ? Trump dit « l'Iran est une menace globale ». Il y a bien sûr la question de la prolifération nucléaire, et d'ailleurs cet accord se termine en 2025, donc après on ne sait pas ce qui peut se passer, mais il y a bien autre chose, il y a la prolifération balistique, et c'est vrai que les Iraniens ont testé en septembre un missile balistique de 2000 km qui peut atteindre Israël, il y a le terrorisme, et c'est vrai que l'Iran soutient le Hezbollah, notamment au Liban, il y a les droits de l'homme, et c'est vrai que les exécutions se multiplient en Iran, et il y a le soutien des gardiens de la révolution, des pasdaran, au régime syrien. Et donc Trump dit, tout ça c'est énorme, cet accord c'est une diversion, il faut sanctionner l'Iran. Et il est soutenu uniquement par un seul État de la communauté internationale, c'est Israël. Trump est aujourd'hui le porte-parole de Netanyahou sur la question iranienne. Il faut rappeler que Israël et les États-Unis viennent de se retirer de l'UNESCO au motif d'un antisionisme supposé, voire d'un antisémitisme supposé de l'UNESCO en question. Enfin, ça renforce votre point de vue. La deuxième approche, c'est l'approche sectorielle que défendent les Européens, et notamment Emmanuel Macron, qui est de dire « on sait tout ça, vous ne nous apprenez rien, nous, Européens, nous ne sommes pas des enfants de cœur devant l'Iran, nous savons tout ça. D'ailleurs, nous prenons des sanctions contre certains de ces éléments. Par exemple, l'Union européenne a pris des sanctions contre l'Iran au mois de mars de cette année 2017. Elle les a prolongées jusqu'en 2018 à cause de la question des droits de l'homme. Donc 80 personnes des gardiens de la Révolution sont interdits maintenant d'entrer dans l'Union européenne. Donc nous gérons secteur par secteur ces difficultés créées par l'Iran, mais la priorité de la priorité pour la paix mondiale, c'est la question de la prolifération nucléaire. Donc il faut coûte que coûte sanctuariser l'accord qu'on a obtenu en juillet 2015, et si l'Iran le respecte, il faut jouer le jeu, il faut remplir la parole donnée par les P5. Et donc les Européens essayent de dire aux Américains, on comprend votre problème. Par exemple, Macron dit, sur le balistique, on peut peut-être commencer à parler d'une suite de l'accord après 2025. Sur les droits de l'homme, encore une fois, l'Union européenne sanctionne. Et donc, toute la question, c'est de savoir si les États-Unis vont se ranger à cette approche qui est l'approche du Conseil de sécurité, ou au contraire défendre l'approche globale et donc attaquer l'Iran. Deuxième, un tout petit point là-dessus, qu'est-ce qu'il peut faire, Donald Trump, sur la question iranienne? Je crois qu'il y a 3 possibilités. En commençant par le pire, il peut aller devant le Congrès et dire l'Iran ne respecte pas les clauses de l'accord, mais encore faut-il qu'il le prouve, puisque l'AIEA dit l'inverse. Et à ce moment-là, on entre dans un engrenage catastrophique, parce que les Iraniens vont répliquer immédiatement par la prolifération balistique et d'autres choses. Deuxièmement, il peut être dans une zone grise en disant les Iraniens ne respectent pas l'esprit de l'accord, et je vous laisse le soin, vous, congressmen, de décider ce que là doit être la politique des Américains
vis-à-vis des sanctions. Et troisièmement, une zone encore un peu moins grise, mais quand même difficile, qui est de dire, bon d'accord, ils respectent l'accord, mais il y a un vrai problème en matière de terrorisme international, et je vous demande de classer les gardiens de la Révolution comme un groupe terroriste à l'égard du Hezbollah et d'autres groupes reconnus par les États-Unis. Et là, les Iraniens ont déjà dit que si l'Amérique faisait ça, ce serait un casus belli. Marc-Olivier Padis. On se souvient du plaidoyer du plaidoyer très fort du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou devant le Congrès américain pendant la campagne électorale, où il avait vraiment demandé à ce que cet accord ne soit pas signé. Donc on voit bien sur ce sujet l'axe Amérique-Israël qui est très très fort, et comme vous l'avez dit Philippe, qu'on voit aussi dans leur rapport aux institutions multilatérales qu'ils n'aiment pas beaucoup. Je pense que pour Donald Trump, un des enjeux de politique intérieure, c'est de parvenir à tenir une de ses promesses de campagne. Jusqu'à présent, Dieu merci, il n'en a pas tenu. Et ça, c'est un engagement de campagne, c'était de déchirer ce traité. Et on voit bien qu'il essaye de trouver un sujet sur lequel il pourrait enfin montrer qu'il a tenu un engagement. Cela dit, il n'ira pas probablement jusqu'au bout, dans la mesure où il va confier le sujet au Congrès, et que le Congrès lui-même est traversé par des lignes contradictoires et a déjà désavoué Trump sur la question de l'Obamacare, c'est-à-dire de la protection médicale pour une nouvelle partie des Américains. Et c'est pas impossible que Trump essuie un nouveau camouflet au Congrès de ce point de vue-là. Il y a une troisième question qui se pose, c'est quel va être le statut des États-Unis finalement s'ils se retirent de cet accord. Ça, c'est pas très clair, parce que les partenaires signataires, donc qui sont les membres du Conseil permanent de sécurité de l'ONU, plus l'Allemagne, pourrait être tenté de dire nous, on garde la négociation avec l'Iran. L'Iran pourrait être tenté de profiter de cette divergence entre les États-Unis et une partie de leurs alliés pour dire, en fait, nous, on reste dans l'accord, mais nos interlocuteurs, ce ne sont plus les États-Unis, c'est la Russie, c'est la Chine, l'Angleterre, la France et l'Allemagne. Et par conséquent, les États-Unis se trouvent dans une situation où ils ne sont plus du tout les responsables des ordres ou des désordres du monde international, mais ils sont dans une situation d'isolationnisme qui est d'ailleurs une des tentations permanentes de la politique intérieure américaine. Et c'est étrange parce que c'est ce qu'on voit, je trouve, déjà à l'œuvre dans le dossier coréen, qui montre là un contre-exemple, l'intérêt quand même d'avoir un accord, puisque dans le cas de la Corée, on n'a jamais eu d'accord, et c'est la montée en avant, on a déjà eu l'occasion d'en parler, qui ira jusqu'à la maîtrise de l'arme nucléaire et des missiles qu'il faut pour menacer. C'est déjà ce qu'on voit, cette perte de statut de rang international des États-Unis, avec Trump qui est enfermé dans un dialogue absurde avec Kim Jong-un, qui n'est pas du tout du niveau de ce qu'on attend d'un président américain. De cette espèce de face-à-face du dictateur nord-coréen et du président est absolument déplorable pour l'image de Trump, qui a l'air d'être enfermé dans ce vis-à-vis qui n'est pas statutairement de son niveau. Donc je pense que les États-Unis ont beaucoup à perdre du point de vue de leur présence internationale dans cette décision de se retirer. Jean-Louis Bourlanges ? Oui, je crois que c'est quelque chose d'assez préoccupant. D'abord parce qu'on ne voit pas du tout la ligne stratégique fondamentale, à part les intérêts électoraux, tenir les promesses. Je crois que c'est ça qui est... Marc-Olivier a raison, c'est ça qui est dans la tête du président et pas autre chose. Mais quel est le concept ? Si on a fait cet accord avec l'Iran, c'est parce que tout le monde était clair. On savait que par la force, on pourrait peut-être retarder l'accession de l'Iran à l'arme nucléaire, mais qu'on ne pourrait pas l'interdire, qu'on développerait des violences considérables pour un gain extrêmement temporaire et extrêmement limité. On savait d'autre part que l'Iran était traversé de courants très différents, qu'il y avait les Ahmadinejad, etc., et les gardiens de la révolution, mais qu'il y avait aussi toute une société qui ne demandait
qui aspirait au développement économique et qui ne demandait qu'à être réintégré dans la communauté économique et politique mondiale. Donc, le choix raisonnable, c'était cela. Le troisième élément du choix raisonnable, il est très important, c'est que cet accord évitait une prolifération générale de l'arme nucléaire dans la zone. Il est évident que si la voie s'ouvre à l'Iran de l'accès à l'arme nucléaire, l'Arabie saoudite se dotera immédiatement de l'arme nucléaire et on aura une nucléarisation complète de la zone. Je ne crois pas d'ailleurs que dans une zone aussi instable, ce soit l'intérêt d'Israël, mais quelle que soit la force de Tsahal, que ce soit l'intérêt d'Israël d'avoir une généralisation globale des armes nucléaires. Donc, on a un système qui est totalement... les raisons pour lesquelles on a signé, c'était pas glorieux. Ça fait 15 ans qu'on essayait de trouver une solution, mais si on l'a fait, c'est parce que c'était de très loin la moins mauvaise solution, la seule porte qui nous était ouverte pour éviter une prolifération massive et pour réintégrer dans des conditions raisonnables l'Iran dans la communauté internationale, alors qu'on a besoin de forces de stabilisation dans l'ensemble de la zone. Bon, c'était donc là, on ne voit absolument pas où ça conduit une rupture avec cela. Deuxièmement, la deuxième chose qui est quand même très inquiétante, c'est que ça conduit nécessairement à une rupture profonde avec l'Europe. On a déjà les incertitudes de Trump sur l'utilisation de l'article 5 de l'OTAN, etc. Est-ce que véritablement les États-Unis vont faire l'effort de solidarité nécessaire en cas d'agression? Et ces agressions, elles existent, de M. Poutine sur l'Ukraine, sur les États baltes. Il y a des cyberagressions, tout un ensemble de choses qui montrent que les Russes sont acquis à une politique assez rude, même si effectivement, je ne crois pas que les chars russes vont déferler dans les plaines de l'Europe orientale du jour au lendemain. Donc là, on a une incertitude croissante. Ça va ça va conduire les milieux économiques français qui ont commencé à nouer des relations avec l'Iran à se raidir. Et ça va sans doute poser un problème très profond sur le plan de la justice américaine vis-à-vis de l'utilisation des relations l'utilisation du dollar dans les relations économiques ou commerciales avec des pays comme l'Iran. Et ça posera un problème, je crois, très important pour Madame May. Parce que le grand enjeu du Brexit, c'est pas seulement de savoir si Madame May va payer 30, 40 ou 60 milliards à l'Union européenne. Et si le grand enjeu du Brexit, c'est de savoir si les Britanniques veulent rester solidaires en profondeur des Européens sur l'Iran, sur le climat, sur le libre-échange, qui sont les trois points soulevés par monsieur Trump. Si Madame May bascule dans le révisionnisme sur ces plans-là, ça sera très grave. Si elle maintient sa solidarité avec les Européens, on cessera d'être des partenaires et on restera des amis. Bon, et là, il y a un choix. Donc, tout cela est un jeu à somme totalement négative pour l'Alliance Atlantique, pour la gestion du Moyen-Orient et pour les relations entre les États-Unis, la Grande-Bretagne et l'Europe occidentale. Alors comme dirait Chaval, dans Les oiseaux sont des cons, pour un jeu de cons, c'est un jeu de cons. Éric Le Bouchet. Oui, on dit que Donald Trump a été le candidat de Vladimir Poutine. Moi, en fait, je pense non. Il a été le candidat de Xi Jinping, en fait, parce que il est en train de lui laisser la place sur la scène mondiale de façon invraisemblable. Je me souviens, il y a 1 an, ou il y a 11 mois exactement, quand il a été élu, beaucoup de bons esprits, notamment dans les milieux diplomates, disaient « Oh, vous allez voir, ils vont le tenir, l'administration américaine, le département d'État, c'est des gens remarquablement intelligents, l'administration de la défense, ils ont des moyens incroyables, ils savent tout, etc. Ils vont le tenir. » Bon, on s'aperçoit qu'ils le tiennent pas. Et que ce type est véritablement la catastrophe annoncée. Il a pas fait de progrès. Il reste aussi incompétent sur tous les sujets, aussi inconsistant et aussi surprenant, impulsif sur tous les sujets. Donc ce type est fait la démonstration quand même de sa nocivité au bout d'1 an. Et alors il démolit tout ce qu'il faudrait reconstruire, les organisations internationales. À les démolir, il laisse évidemment la place à la Chine qui prend position pas à pas. L'affaire coréenne du Nord dépend plus que de la Chine. Les Coréens du Sud craignent ce Trump et se tournent
les plus sérieux d'entre eux se disent un parapluie chinois, au moins ce serait plus sérieux, etc. Et pièce par pièce dans l'ensemble du domaine du monde asiatique. Sans oublier que la Chine a elle-même une diplomatie qui est désormais très réfléchie en face de celle de Trump et qui vise très loin. Voilà, donc je m'arrête là parce qu'on a dit tout ce qu'il fallait sur l'affaire iranienne, mais c'est sur tous les chapitres, le populisme, c'est-à-dire les démagogues, conduisent à l'inverse de l'effet qu'il propose. Ajoutons que vous nous avez accablés en nous rappelant que ça fait seulement 11 mois que Donald Trump a été élu, alors que ça paraît une éternité, ce qui veut dire aussi qu'il y en a encore au moins pour 3 ans. Vous me direz, on ne peut pas avoir pire, mais je vous répondrai par la phrase que me répétait souvent Frédéric Rossif quand on faisait de Nuremberg à Nuremberg, « Philippe, il ne faut pas mettre de bord à la Providence ». Nicole Niesotto. Oui. D'abord, sur le concept, c'est pas la peine d'en chercher, il n'y en a pas et il n'y en aura pas de la part de Donald Trump. Je crois que sa stratégie, elle est assez simple. C'est une stratégie d'engrenage de façon à obliger l'Iran à faire une erreur, à violer le traité, effectivement, et ensuite de pouvoir dire à ses partenaires, vous voyez, les Iraniens maintenant ne respectent plus l'accord sous prétexte que j'ai dit quelque chose à mon congrès. Donc il y a quelque chose de très pernicieux également, qui n'est pas simplement un coup de gueule. Je crois qu'il y a une vraie volonté d'amener l'Iran à rompre avec ses engagements pris par traité de façon à susciter de nouveau le retour des sanctions. Et dernier point, Philippe, pardon, je crois que Trump est d'autant plus pro-israélien sur cette affaire qu'il ne faut pas oublier quand même que la puissance iranienne a été créée par la politique américaine de George Bush en 2003. La destruction de l'Irak en 2003 a de facto, presque automatiquement, créé la puissance de l'Iran. Je vous remercie. L'heure a maintenant sonné de nos brèves. Je vais ouvrir cette séquence moi-même en parlant d'un livre qui a été publié il y a déjà quelque temps, mais dont je viens de découvrir qu'il était en poche et j'avais raté d'en parler à sa sortie. C'est le livre de Virginie Despentes qui s'appelle Vernon Subutex. Si on a envie d'avoir de faire une plongée dans un aspect de l'époque contemporaine, mais qui n'est pas n'importe lequel, on est là dans un roman dont l'histoire, l'écriture et le propos sont remarquablement maîtrisés. J'en parlerai d'un autre la semaine prochaine, mais je recommande Vernon Subutex en poche ou en édition normale. Marc-Olivier Padis. Les députés ont voté cette semaine un nouveau loi sur la sécurité des Français, censé lutter contre le terrorisme. On aura l'occasion d'en reparler, je pense, mais je profite de ces circonstances pour recommander un livre que j'ai lu justement cette semaine d'Antoine Garapon et Michel Rosensfeld qui s'appelle « Démocratie sous stress, les défis du terrorisme global » au PUF. C'est un livre qui fait très très bien le point sur la manière dont nos sociétés et notamment nos systèmes juridiques sont déstabilisés par l'irruption du terrorisme et qui, sans verser dans des aspects trop techniques du droit ou de l'histoire juridique récente, montre bien comment, une fois qu'on est rentré dans l'état d'urgence, on n'a pas trouvé la bonne voie de sortie et que maintenant c'est notre droit commun lui-même qui est mis en question, fragilisé par cette menace terroriste. Nicole Niesotto. Alors, moi, je voudrais parler d'un livre qui s'appelle « Faire l'Europe dans un monde de brutes », paru chez Fayard, et qui est une conversation entre Enrico Letta, qui est un ancien Premier ministre italien, aujourd'hui président de l'Institut de l'Or, et Sébastien Maillard, ancien journaliste spécialiste de l'Europe à La Croix. Et c'est un livre formidable parce que c'est un livre à la fois de passion et plein d'idées concrètes. Et l'idée simple, c'est de dire il ne faut pas laisser la critique de l'Europe aux anti-européens. Et donc, c'est un livre qui est vraiment très très dur sur l'état de la construction européenne aujourd'hui, qui est presque violent sur certaines choses qu'il faut abolir, la débruxellisation de l'Europe, l'obsession de la norme, etc., etc. Mais il le fait de façon constructive, parce que son idée est ensuite qu'il faut reconstruire effectivement l'Europe, non pas comme une puissance économique, non pas non plus comme une puissance politique, mais il a une expression que j'aime beaucoup qui dit une puissance de valeurs. Et je crois qu'effectivement, c'est tout l'intérêt de ce livre, c'est de remettre des valeurs un peu humanistes dans la construction très technocratique de l'Europe.
Éric Le Boucher fait la grève de la brève. Donc Jean-Louis Je Bourlange. m'associe à Nicole sur ce livre d'Enrico Letta. C'est très, elle l'a bien dit, donc je ne vais pas me répéter, mais aujourd'hui que France et Allemagne vont reconstruire l'Europe, n'oublions pas cette Italie. Jean-Louis Bourlange. C'était ma brève d'il y a 15 jours, si je me rappelle bien, mais je ne l'avais pas vraiment développée. Je vais d'ailleurs, j'en avais une autre, mais je ne la ferai pas. Mais, non, mais je voudrais quand même, je vois Enrico Letta tout à l'heure, donc je vais lui en parler. Je trouve que il faut quand même très clairement distinguer dans la critique de Bruxelles. Moi, je ne m'associe pas trop à la critique de la bruxellisation parce que ça me fait toujours penser, la phrase sur Bruxelles, ça me fait toujours penser à la dame qui critiquait l'Union européenne et qui dit mais pourquoi en Europe à la fin c'est toujours les Belges qui décident. Bon, et en réalité, si l'Europe va mal, c'est que entre 1995 et maintenant, l'Europe a été dirigée presque partout par des eurotièdes ou des eurosceptiques qui ont voulu tout arrêter, qui ont voulu élargir à la Turquie pour noyer l'affaire, qui ont refusé de passer de l'union monétaire à l'union économique, qui ont saccagé à Nice le système institutionnel communautaire, donc ce qui est sur un fond de disqualification des partis sociaux-démocrates et démocrates chrétiens qui avaient fait l'Europe. Ce que nous vivons aujourd'hui, c'est pas une débruxellisation, c'est un retournement partiel et contesté des opinions européennes, des opinions politiques et des partis politiques, des dirigeants politiques face à l'exigence européenne. Je vous remercie. Nous sommes maintenant arrivés au terme de cette émission. Cette émission, Le Nouvel Esprit Public, qui est produite et distribuée par Nouvelles Écoutes. Julien Neuville en est le producteur. Maxime Olivier a assuré l'enregistrement et le mixage pour le studio Arrière-Boutique où nous avons enregistré. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, je ne dirai pas à la même heure puisque vous choisissez votre heure, ce qui est un des privilèges du podcast, mais je vous dis donc à la semaine prochaine.